Bonjour, bienvenue à cette première conférence du dernier jour du Salon de l'Immobilier Neuf. Je suis Pierre Chevillard, je suis journaliste. Je travaille pour PAP, notamment pour le site immo9.com. Ce matin, on va parler des points clés de ce qu'il faut vraiment retenir quand on veut acheter un logement neuf. Ça peut concerner des domaines aussi divers que le crédit, et notamment l'assurance emprunteur, les informations sur le fonctionnement de ce type d'achat, parce que quand on achète dans le neuf, on n'achète pas comme dans l'ancien. Il y a aussi toute une série de garanties. Et puis l'idée, c'est de savoir aussi comment on va choisir une adresse, parce que du neuf, on n'en trouve pas partout. Comment choisir un logement. Bref, de mettre en avant tous ces conseils. On va en parler pendant 20-25 minutes avec nos interlocuteurs que je vais vous présenter. Et puis ensuite, un micro circulera dans la salle et vous pourrez poser toutes les questions que vous jugez nécessaires. Alors, pour parler justement de ces points clés pour acheter dans l'immobilier neuf, nous avons avec nous Frédéric Gaine, qui travaille pour une société qui s'appelle Censo Conseil. Alors Frédéric, en quelques mots, Censo, c'est quoi ? Bonjour à tous. Donc Censo Conseil, c'est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2008. Ça fait 14 ans que nous travaillons le marché du neuf sur toute la France, ainsi que dans les DOM-TOM. Et en tant que cabinet de gestion de patrimoine, nous travaillons à essayer de donner des conseils de qualité à nos clients pour réaliser des projets qui vont évidemment s'adosser à l'immobilier, mais également dans l'épargne, sur les différentes choses qui concernent tout le patrimoine. Notre spécialité, c'est l'immobilier. Nous avons créé tous les métiers indexés à ce support. Donc nous sommes courtiers en financement, ce qui nous permet d'articuler le financement sur le support, sur la qualité du projet. Nous sommes courtiers en assurance, courtiers en placement financier et gestionnaire locatif. Donc, nous gérons les biens de nos clients, ce qui nous permet d'avoir une expertise précise, pertinente au niveau des chiffres, et également un regard sur le marché qui aujourd'hui a 14 années d'expérience. Merci. Nous avons aussi avec nous Jonathan Ayon, donc de Grand Paris Group. Votre société, vous faites quoi ? Alors bonjour à tous déjà, merci d'être venus. Alors Grand Paris Group, c'est une société de commercialisation en VFA, donc on représente aujourd'hui 150 promoteurs dans la commercialisation de leurs biens. Et on est très axé sur la résidence principale, et notamment avec la clientèle primo-accédante, qui représente aujourd'hui pas loin de 70% de nos clients. Spécialisé aussi dans le Grand Paris, parce qu'on a bien compris les enjeux du Grand Paris, et puis tout ce qui va se faire autour avec l'arrivée de nouvelles stations, les aménagements. Et donc l'idée, c'est d'accompagner nos clients dans leurs projets et leur conseiller les villes qui vont pouvoir grimper et puis surtout qui seront cohérentes avec leur projet immobilier. Merci. Et nous avons enfin avec nous Aziz Cherchaoui qui travaille pour Cardiff BNP. Ça marche tout seul, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc je suis Aziz Cherchaoui, donc je suis responsable du service commercial e-business donc de la direction chez BNP Paribas Cardiff. Donc BNP Paribas Cardiff, c'est la filiale assurance du groupe BNP Paribas. On est présent dans 33 pays et on est leader mondial de l'assurance emprunteur. Voilà. Merci. Alors Frédéric, la première question, quand on veut acheter un logement neuf, on a la volonté de le faire, par quoi on commence pour bien se préparer ? Qu'est-ce qu'il faut, le premier pas, d'après votre expérience, vos conseils ? Alors le premier pas, c'est évidemment une démarche d'information auprès des banques, parce qu'aujourd'hui, la première étape pour pouvoir investir en immobilier, que cela soit en résidence principale ou en locatif, c'est de connaître sa capacité d'investissement. Excusez-moi. Dans un contexte qui est devenu depuis un peu plus de 2 ans maintenant délicat au niveau bancaire, parce que les conditions se sont durcies, elles sont au fil du temps de plus en plus délicates, ce qui a écarté beaucoup d'investisseurs de ce marché immobilier, parce que là, pour le coup, cela ne concerne pas que le neuf. Donc la première étape, c'est celle-ci, c'est bien maîtriser la qualité de son enveloppe et si possible, bien être accompagné, que cela soit par son partenaire bancaire ou par un intermédiaire comme nous le sommes, au niveau de la qualité du montage. La deuxième étape, mais qui fait partie de cette première étape, c'est la réflexion par rapport à la qualité de la durée de ce projet. L'immobilier aujourd'hui, et je pense que vous tous le constatez, c'est sûrement pour cette raison que vous êtes présents, parce que beaucoup de questions restent sans réponse, est en mouvement permanent, avec des évolutions dynamiques de prix dans certaines villes, avec des marchés qui sont secondaires, plutôt marginaux, où il y a des perspectives beaucoup moins encourageantes, à moyen, court, long terme.
Et c'est important, je pense, de rencontrer une personne dans l'équation de votre réflexion au tout départ qui saura vous apporter des réponses vraiment essentielles et peut-être vous préoccuper ou vous amener à des questions que vous ne vous étiez pas posées. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'aujourd'hui, l'immobilier, il faut le penser à la fois sur la qualité de sa capacité, de ce futur endettement qui va impacter toute votre vie au niveau d'autres projets qui pourraient se réaliser par la suite, et bien maîtriser la feuille de route en termes de durée. Combien de temps je vais y rester? Est-ce que ma situation me permet de me positionner sur du court, sur du moyen, sur du long terme? Donc évidemment, la stabilité de la situation personnelle, la stabilité de la situation professionnelle, ce qui détermine finalement la géographie, détermine aussi la qualité du temps. Merci. Jonathan, en termes de logement proprement dit, une fois qu'on a mis en place ce préalable sur la finançabilité, le fait de se projeter, en matière de logement, comment est-ce qu'on définit ses besoins? Parce qu'on peut dire finalement on est deux, je prends un 2 pièces, et est-ce que c'est aussi simple que ça, ou est-ce qu'il faut creuser un petit peu le sujet? Alors oui, il faut creuser en effet le sujet, parce que quand on achète un appartement neuf, bon, c'est pas une démarche qui est, comment dirais-je, qui est classique, parce qu'on se projette déjà sur un horizon minimum de 1 an et demi ou 2 ans, parce que très souvent, quand on achète un programme neuf, il est livré soit 1 an et demi, soit 2 ans, soit plus tard. Donc les besoins ne sont pas les mêmes dans l'immédiat et dans 2 ans. Donc ce qu'il faut prévoir déjà en amont, c'est de se dire, voilà, dans une projection de 2 ans, est-ce que je prévois de me marier? Est-ce que je prévois d'avoir un enfant? Et suivant ces problématiques-là, déjà, on arrive à anticiper la typologie de biens qu'on va viser. C'est-à-dire que, par exemple, je suis un jeune couple, aujourd'hui, on est pacsé. Est-ce que dans 2 ans, je ne projette pas d'avoir un enfant? Alors, dans ce cas-là, évidemment, il va falloir projeter d'acheter peut-être plus un 3 pièces qu'un appartement 2 pièces. Alors que le besoin immédiat, il est sur du 2 pièces. Donc, bien entendu, il faut anticiper déjà en termes de typologie d'appartement. Et ensuite, après, derrière, bien entendu, je sais que c'est très comment dirais-je, très relatif à un budget qu'on a, une enveloppe, définir aussi ses besoins. Aujourd'hui, on habite dans une ville où on a un loyer, mais est-ce que les mensualités vont répondre et vont correspondre avec le loyer qu'on a actuellement, ou est-ce que dans 2 ans, ce sera la même chose? Bien entendu, oui, il y a toute une étude qui est à faire, autant sur la typologie, mais aussi sur la ville et sur les environnements où là on va habiter. Merci. Aziz, on a parlé de financement, et vous êtes spécialiste de l'assurance emprunteur. Alors si on a choisi de vous faire intervenir, c'est parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans le financement, notamment parce que si elle n'est pas optimisée, on ne peut pas obtenir le crédit. Le crédit devient trop cher et on arrive à un plafond que légalement on ne peut pas dépasser. Comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à ça? Alors d'abord, pour l'assurance emprunteur, dès le démarrage du projet, il faut commencer déjà à réfléchir à l'assurance emprunteur et non pas attendre dès le début. Parce que vous pouvez dès le départ commencer déjà à sonder le marché. Alors je crois qu'il y a à mon avis, il est un peu trop près. Ça va s'arranger, on a d'excellents techniciens. Oui. C'est le sabotage. Non. Je plaisante. Donc dès le départ, il faut effectivement réfléchir à son assurance emprunteur, et vous pouvez dès le début commencer, grâce à la loi Lagarde, depuis 2010, vous pouvez déléguer donc l'assurance de emprunteur et passer par un autre organisme que par votre banque. Donc sonder le marché, donc pour pouvoir obtenir un tarif compétitif, et puis aussi une assurance qui remplisse l'intégralité des demandes que la banque vous fera en termes d'assurance. Donc cette recherche, vous pouvez la faire avant même de signer un prêt, puisque vous pouvez faire de la simulation sur Internet, vous pouvez aller voir un courtier en assurance, vous pouvez également voir aussi avec votre banque pour voir à combien la banque propose cette assurance, et puis comparer tout ça, et puis vous permettre effectivement d'avoir un tarif qui soit compétitif et qui puisse entrer dans ce taux d'endettement dont vous parliez tout à l'heure. Parce que ça peut comment dire, contrecarrer l'accès au crédit. Il peut y avoir des clauses d'exclusion, des risques, c'est ce qu'il faut identifier avant, parce que si on n'a pas l'assurance, on n'a pas le crédit. Parfaitement. L'avantage, alors il y a 2 choses. Vous avez la délégation d'assurance et vous avez l'assurance groupe. L'assurance groupe, c'est ce qu'on dit, enfin, on appelle ça une assurance groupe. Vulgairement, c'est l'assurance de la banque. Donc l'assurance de la banque, c'est une assurance un peu générale. Elle vous assure de manière générale. Elle peut vous assurer vous, moi, et puis vous proposer un tarif en fonction effectivement de votre prêt. Une assurance en délégation, elle va prendre en considération l'intégralité de votre situation.
Donc votre situation de santé, votre métier, ça peut être également si vous pratiquez des sports, etc. Si vous avez par exemple une assurance groupe, très rarement va assurer votre sport à risque, par exemple, alors qu'une assurance en délégation va pouvoir vous proposer un tarif incluant votre sport à risque. Donc si vous arrive quelque chose pendant votre sport à risque, vous êtes assuré. Merci. Je vous en prie. Frédéric, on parle crédit. On sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs aides à l'accession à la propriété. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que c'est un vrai coup de pouce? Est-ce que ça peut vraiment permettre à des projets d'achat dans le neuf de se concrétiser? Alors oui, c'est un levier pour beaucoup de profils, même si depuis quelques années, dans une situation de crédit à taux très bas, l'avantage que l'on retrouve pour ces profils se résume finalement à une partie du financement qui ne souffrira pas d'intérêt d'emprunt. Donc le prêt à taux zéro, ces avantages sont mis en place pour attirer justement certains investisseurs sur le neuf parce qu'il est connu, même si aujourd'hui dans certaines villes c'est quelque chose qu'il pourrait avec précision se définir autrement, il est connu que les prix entre le neuf et l'ancien sont différents et que le neuf est plus cher que l'ancien. Donc il y a ces différents dispositifs d'incitation pour encourager les gens à choisir du logement neuf. Mais hormis cet avantage, on retrouve également dans le neuf plusieurs dispositifs. Alors vous me demandiez s'ils étaient conditionnés à certains profils. Oui, ils le sont. Il faut rentrer dans certaines cases de revenus, notamment d'engagement. Je parlais de durée tout à l'heure, ça en fait partie. La primo-accession, c'est sur le marché plusieurs dispositifs au niveau du crédit de prêt à taux zéro, au niveau du logement, eh bien des dispositifs qui permettent d'avoir des logements au prix au mètre carré plafonné. D'accord. Des logements en TVA réduite, ce qui permet donc évidemment d'être à la tête d'une hypothétique plus-value, vu qu'on avait acheté son logement moins cher que les autres, en profitant de ses avantages, mais c'est soumis à des conditions de durée d'habitation. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de faire un point sur la situation personnelle, professionnelle, le devenir de cette famille qui pourrait justement ne pas être calibrée ou adaptée au support. Mais si on peut en bénéficier, ça reste quand même un atout. Enfin, vous parlez de programme en TVA réduite, ça fait quand même près de 15% d'économie. Clairement. C'est hypothétiquement être à la tête d'une plus-value sur un support qu'on va payer moins cher que les autres, qui ne profitent pas de cet avantage. Et de pouvoir y vivre pendant des années et au moment de le quitter, pouvoir être, même si le marché avait connu des difficultés, être à la tête d'un confort financier conséquent. Merci. Et Jonathan, donc, on a vu le crédit, l'assurance, les aides. Maintenant, on va acheter. Comment on fait dans le neuf? Comment ça se passe pratiquement? Racontez-nous. Alors, c'est très simple. Alors, pour commencer, pour acheter dans le neuf, bien entendu, après avoir bien fait le tour des programmes, bien avoir défini le lot qui nous correspond, on va signer un contrat de réservation avec le promoteur, ou avec le commercialisateur en l'occurrence. Et donc le contrat de réservation, donc, en fait, ça vaut comme une promesse de vente dans l'ancien, bien entendu. C'est un contrat qui va stipuler toutes les conditions de vente. Donc naturellement, vous aurez à verser un dépôt de garantie. Alors souvent sur les programmes, on retrouve des dépôts de garantie qui sont de l'ordre de 1 500 €. Après, bien entendu, suivant les promoteurs, ça peut varier. On peut aller jusqu'à 2%, 3%, même jusqu'à 5% pour réserver le bien. Derrière, vous entamez vos démarches bancaires. Donc là, classique, parce qu'il faut savoir quand même que le contrat de réservation, il est soumis à une condition suspensive de financement. Donc, ce qui veut dire que naturellement, si vous avez votre financement, vous pourrez derrière acheter le bien et tout ira pour le mieux. Si naturellement, vous n'avez pas de financement, votre dépôt de garantie vous est restitué. Donc ça, c'est quand même une protection pour l'acheteur de se dire que même si on a versé un dépôt de garantie, il est restitué en cas de défaut de crédit. Derrière, une fois que les démarches bancaires sont faites, que vous avez votre financement, vous pouvez passer à la case notaire, donc ce qu'on appelle l'acte authentique. Et à partir de ce moment-là, on signe l'acquisition de son bien. Alors, on est propriétaire de son bien de manière virtuelle, parce que généralement, le bien n'est pas encore construit, mais en tout cas, on en est propriétaire. Et derrière, s'ensuit des appels de fonds successifs jusqu'à la remise des clés à la livraison. D'accord. J'en profite juste, excusez-moi, pour donner aussi un autre dispositif, Fred, qui a très très bien expliqué aussi les dispositifs dont on peut bénéficier pour l'aide à l'acquisition. Mais il y en a un nouveau là qui est sorti très récemment, qui s'appelle la prime accession logement, qui est une aide d'action logement et qui peut aider les primo-accédants travaillant dans le secteur du privé
uniquement ceux qui travaillent dans le secteur du privé, d'avoir une aide de 10 000 euros. C'est une aide. C'est une aide. C'est une subvention. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas du tout d'apport, d'un seul coup, vous avez 10 000 euros d'apport. On a 10 000 euros d'apport. Et l'apport, justement, aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très important. On a parlé de financement avant, mais c'est indispensable. Tout à fait. En fait, les banques souhaitent naturellement qu'il y ait quand même un minimum d'apport quand on engage une acquisition dans un bien immobilier. Donc, idéalement, il est préférable quand même d'épargner un certain apport. Alors après, suivant les banques, il y en a, bien entendu, ça va être toujours une étude à géométrie variable. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui n'ont aucun apport, mais par contre, qui ont des très très bonnes fiches de paye. Et donc là, les banques ouvrent les lignes de crédit assez facilement. Et d'autres, qui ont, on va dire, qui sont dans un schéma plus classique et ont des fiches de paye correctes, mais voilà, la banque va demander quand même un appui, un soutien, avec justement un apport. Alors, c'est pour ça qu'il faut anticiper. Et ce que vous nous dites, parce que c'est qu'aujourd'hui, on peut encore trouver des crédits sans apport. Tout à fait. Alors après, bien entendu, il faut qu'il y ait un vécu dans la banque, un historique, etc. Mais il y a des banques qui peuvent proposer des financements sans apport, si ce n'est peut-être l'apport des frais de notaire. Mais dans le neuf, on est à 2%, donc généralement, ça va chercher autour de 4 000, 5 000, 6 000 euros. D'accord. Et ça peut être couvert par cette fameuse prime Action Logement. Et par exemple. D'accord. Donc Action Logement peut payer l'apport personnel, finalement. Tout à fait. Merci. Et Frédéric, quel type de garantie? Parce qu'on achète quand même un logement qui n'est pas encore construit. Est-ce que l'opération va aller au bout? On a commencé, voilà, on peut imaginer, en plus on sait aujourd'hui que le contexte est un peu perturbé avec le prix des matériaux, etc. etc. Qu'est-ce qui me garantit que je vais bien avoir mon logement? Alors évidemment, le contrat stipule dans ses conditions générales beaucoup de sécurité, y compris celle du prix, même si aujourd'hui le marché est impacté par une hausse de certaines matières premières. Il est impératif de se positionner le plus vite possible, parce que sans cette problématique contextuelle, eh bien, les prix augmentent en permanence. Donc c'est vrai que réfléchir trop longtemps en immobilier, c'est tout simplement payer plus cher. Et ça se constate sur des délais très courts, de semaines, de jours, parfois 2 mois. Donc si vous avez un projet à la réflexion, faites vite, c'est un premier conseil. Pour ce qui est des garanties ensuite de promotion, alors j'étais surpris d'entendre hier sur le stand des personnes qui se promenaient et qui cherchaient des informations à ce sujet. Ça arrive encore d'être accompagné par des promoteurs fragiles et qui, par cette fragilité, finissent par défaillir et on se retrouve dans une situation très très délicate. Donc il est très important de faire le choix aussi de la promotion immobilière qui va vous accompagner, parce qu'il peut encore y avoir des acteurs fragiles et autant vous dire que vous vous retrouveriez dans une situation dramatique. Donc les garanties, on retrouve la GFA, la garantie financière d'achèvement, c'est un des éléments qu'il faut impérativement indexer à votre projet, ce qui sécurise définitivement le projet, si j'ose dire. En cas de défaillance du promoteur, cette garantie vous assurera d'avoir une livraison de votre logement par l'assurance notamment. C'est-à-dire que si le promoteur a un problème, il y aura toute l'articulation des assurances qui permettra d'amener le projet à son terme avec les garanties, enfin avec les prestations qui étaient prévues initialement. Et puis ensuite, vous avez une garantie décennale. Donc après la livraison, vous avez pendant 10 ans le gros œuvre qui est garanti en cas de malfaçon, en cas de fissure ou d'autres choses qui pourraient mettre votre logement en fragilité ou la copropriété. Et une garantie biennale aussi sur l'usage quotidien de certains matériels de la résidence. Donc il est vrai qu'en termes d'encadrement, il n'y a pas d'inquiétude si ce n'est par le choix de la promotion immobilière. Oui, parce qu'en fait, le promoteur il est obligé d'avoir cette garantie d'achèvement, mais si on ne la met pas en jeu, c'est quand même mieux, mais si on la met en jeu, ça veut dire quand même qu'on est assuré, peut-être avec un peu de retard, d'avoir son appartement ou sa maison. Exactement. C'est ça l'idée. Et Jonathan, comment est-ce que vous accompagnez vos clients parce qu'il y a quand même une forme de complexité entre le crédit, le paiement au fur et à mesure des travaux, la livraison, la remise des clés, la mise en route de la copropriété. Vous, votre intervention, est-ce que vous, en tant que commercialisateur, vous assistez vos clients pendant toutes ces étapes? Alors, oui et non. Alors nous, ce qu'on va faire, naturellement, c'est qu'on va accompagner le client déjà dans la démarche d'acquisition. C'est-à-dire qu'on va on va déjà le conseiller déjà en amont. On va le conseiller sur le bon choix du programme, sur la santé du promoteur, lui expliquer ce qu'a réalisé le promoteur, lui donner un historique de tout ce qui se fait. Bien entendu sur la ville également, parce qu'on a un track record qui est quand même relativement important sur un grand nombre de communes où on a beaucoup commercialisé.
Derrière, lors de la signature du contrat de réservation, on va expliquer au client toutes les étapes qu'il va traverser, c'est-à-dire l'acquisition, les étapes d'appel de fonds, bien entendu les droits dont dispose l'acquéreur en cas de retard et autres. Derrière, on va lui aussi essayer de lui expliquer les démarches qu'il a à faire de son côté. Derrière, quand le client, on l'a accompagné, on peut l'accompagner aussi également aussi en matière de financement, bien entendu, pour étudier sa capacité d'endettement, pour voir si le projet aussi tient la route, c'est très important. Derrière, une fois que le client est passé à l'étape acquisition, c'est-à-dire signature de l'acte authentique, généralement, on va dire suivant les missions que nous accordent les promoteurs, mais souvent les promoteurs reprennent la main et avec leur administration des ventes, gèrent le client jusqu'au bout. Maintenant, nous, on a une clientèle relativement fidèle, on aime bien fidéliser nos clients, et c'est vrai qu'on les accompagne même après le projet. C'est-à-dire que si nos clients nous appellent pour avoir des conseils, ou naturellement même en matière de déménagement, pour vous dire, on communique justement avec des partenaires, etc., pour justement aussi bien les accompagner, même dans ces démarches-là, on le fait. Maintenant, le promoteur, très souvent, veut garder après la main, après l'acte de vente, parce que nous, notre job, clairement, c'est de commercialiser pour le compte du promoteur, mais on ne peut pas prendre la place du promoteur. D'accord. Et c'est plus cher de ne pas passer en direct. Souvent, par exemple, quand on va, je sais pas moi, des fruits, des légumes, quand on achète directement au producteur, c'est un petit peu moins cher. Donc, quand on va chez un commercialisateur comme vous, messieurs, c'est plus cher que chez un promoteur ? Tu veux répondre, je réponds. On aura la même réponse. On aura la même réponse. Non, alors voilà, je vais répondre à la place de Fred, mais merci de me laisser le droit de réponse. Compléterai peut-être. Mais tu peux compléter, voilà. Donc, clairement, non, aujourd'hui, avec les promoteurs, aujourd'hui, on est ce qu'on appelle sur une grille ouverte. Donc, une grille de prix ouverte, c'est-à-dire qu'en fait, le prix, en passant par Fred, par moi ou par une autre société de commercialisation, sera exactement le même qu'en direct promoteur. Idem s'il y a des remises spéciales, type frais de notaire offerts, 2 000, 3 000, 4 000 euros par pièce, on a les mêmes remises commerciales. En fait, le but du promoteur, c'est d'écouler son stock, de commercialiser. Derrière, lui, il est adossé à deux types de commercialisation. La commercialisation interne, donc ce que vous allez voir généralement, des bulles de vente ou des vendeurs attitrés au nom du promoteur, et une force de vente externe, donc des gens commercialisateurs comme moi, comme Fred, en tant que conseiller de gestion de patrimoine, qui vont commercialiser justement de manière d'externaliser la commercialisation. Donc clairement, aujourd'hui, l'intérêt du promoteur, c'est de pas défavoriser un secteur plus que l'autre, c'est de dire voilà, on met les deux forces de commercialisation au même niveau, et l'intérêt que peut avoir un acheteur, c'est de se dire bon bah voilà, on est conseillé par une force de vente externe, mais en fait, on porte nous l'étendard du promoteur, clairement, pour commercialiser. Mais de toute façon, si vous ne faisiez pas, ils ne vous donneraient pas les lots en commercialisation, j'imagine. Tout à fait. Et puis nous aussi, on ne serait pas intéressés si on n'a pas les mêmes conditions que le promoteur et que leur force de vente interne. Merci. Il y a un autre volet de l'immobilier neuf, on va en dire quelques mots, c'est l'investissement locatif. J'achète pour louer. Alors, ça marche de la même façon. On peut avoir des aides, Frédéric ? Alors oui, il y a le dispositif Pinel, pour répondre à la question. Je pense que c'est ce qui correspond aujourd'hui à l'investissement locatif dans le neuf pour la plupart des investisseurs, même si certains expatriés qui ne sont pas intéressés par leur situation à défiscaliser vont se positionner dans le neuf pour une raison de confort, de support, de prestation, de sérénité, parce qu'on est sur un support qui ne souffrira pas d'obligations de rénovation comme c'est le cas aujourd'hui dans l'ancien par rapport aux réformes que l'État est en train de mettre en place pour éviter la pollution énergétique des logements. Donc on est sur un dispositif d'incitation un petit peu comme celui dont je parlais tout à l'heure au niveau du prêt à taux zéro pour l'acquisition en résidence principale. Donc il y a ce dispositif Pinel qui permet de profiter d'un remboursement de ces impôts sur le revenu pour amortir l'investissement locatif. Ce qui ramène aujourd'hui sur le marché de l'investissement locatif dans le neuf le plus rentable. Alors évidemment, tout est une question de chiffres, mais par rapport à l'articulation de l'investissement,
la participation mensuelle, je crois que c'était dit dans une conférence hier ou avant-hier par le Crédit Agricole. L'investissement locatif, ça se résume à des entrées financières, une seule pour le coup, un locataire, et des sorties financières, le prêt, la taxe foncière, la gestion, la copropriété, et l'une des plus lourdes charges, la fiscalité des loyers, ainsi que la CSG. Donc évidemment, ces sorties financières indexées à un seul amortissement, le loyer, dans le cadre d'un investissement classique, il y a une très forte participation de l'investisseur pour amortir le coût. Dans la défiscalisation, il y a cette deuxième entrée financière qui est le remboursement de vos impôts sur le revenu. Donc c'est un pourcentage du montant de l'investissement et ça rend cet investissement sur une douzaine d'années, ce qui permet aussi sur une durée de détention raisonnable par rapport à un marché en perpétuelle évolution, eh bien, de faire un investissement de qualité en mettant très peu, en amortissant beaucoup et sur des perspectives de revente sans même spéculer sur une plus-value potentielle, eh bien, d'avoir fait un des placements les plus rentables du marché aujourd'hui, si on le résume à placer de l'argent chaque mois et un jour espérer un capital conséquent. Donc, merci. Voilà. Jonathan, ça se finance de la même façon que de la résidence principale, ces investissements locatifs? Pas du tout. Voilà. Racontez-nous. Alors, en fait, bon, pour l'investissement, je vais quand même y aller plus avec je vais être moins précis peut-être que Fred sur cette question, mais parce que nous, on est très axé sur la primo-accession et sur la résidence principale, mais je vais quand même y répondre parce que je connais un petit peu. En fait, sur de la primo-accession, sur de l'acquisition de résidence principale, les banques, on va dire, ont un seuil de tolérance plus ouvert, dans le sens où on peut financer jusqu'à 25 ans. Voilà. D'accord. Sur de l'investissement locatif, les banques financent maximum sur 20 ans. C'est rare, enfin, il y a quelques banques, mais c'est relativement rare qui peuvent financer sur 25 ans. Mais généralement, c'est exclusivement sur 20 ans. De même, sur de l'investissement locatif, les taux ne sont pas les mêmes que sur de l'investissement de résidence principale. C'est un peu plus cher? C'est plus cher. Voilà. Donc, déjà, sur ces deux types de financement, c'est pas la même chose. Et puis, la banque va être beaucoup plus également demandeuse d'un apport sur de l'investissement aussi locatif. D'accord. C'est-à-dire que contrairement à la résidence principale, il faut vraiment venir avec de l'apport si on veut faire de l'investissement locatif. Tout à fait. Je compléterai et je rejoindrai finalement ce qui a été dit tout à l'heure sur la résidence principale par rapport à la qualité des profils. Alors, nous sommes courtiers en financement, ce qui nous permet d'accéder à toutes les offres bancaires ou les propositions bancaires ou les appréciations bancaires de profils en fonction de la période. Et c'est très très volatile, ça ne cesse de bouger d'une banque à l'autre, d'une politique bancaire à une autre, d'une réflexion à une autre, mais surtout d'une présentation de dossiers et d'une négociation par rapport au volume, parce qu'en tant que courtier, nous présentons beaucoup de dossiers à certaines banques et nous choisissons des partenaires qui vont proposer une articulation la plus adaptée. Ce que l'on constate aussi sur tout le territoire, c'est que les banques sont régionales, nationales, et dans leur façon d'apprécier le dossier, ça peut aussi être totalement réglé en agence, pas besoin de passer parfois par des commissions ou des délégations particulières. Donc on est vraiment, et pour le coup c'est ce que je voulais dire, il est possible, tu le disais c'est rare, mais il est possible encore de financer 25 ans sans apport en investissement locatif. Mais il faut bien chercher. Mais il faut justement avoir une personne qui aura la possibilité de connaître ce partenaire qui aujourd'hui est de plus en plus exceptionnel sur le marché, mais ça arrive encore. Aziz, on a parlé d'assurance emprunteur sur la résidence principale. En investissement locatif, comment ça se passe? On a les mêmes enjeux, les mêmes contraintes, les mêmes prix? En investissement locatif, l'exigence est un peu moins importante que sur une résidence principale, puisqu'en investissement locatif, on va exiger, la banque va exiger les garanties de décès et PTIA uniquement, puisque normalement... PTIA, pardonnez-moi. Perte totale. Perte totale et irréversible d'autonomie. D'accord, merci. Je vous en prie. Et donc, étant donné que vous allez encaisser des loyers, normalement, puisque vous êtes dans un investissement locatif, en cas d'arrêt maladie, il n'y a pas d'impact sur les encaissements du loyer. Donc, les banques, effectivement, ne demandent que ces deux garanties. D'accord, et avec les mêmes questions de couverture du risque, et on peut aussi déléguer pour avoir, par exemple, toujours déléguer. Je suis skieur de l'extrême, si je fais un investissement locatif, il vaut mieux que je délègue parce que mon contrat groupe... Il vaut mieux passer par une délégation d'assurance, effectivement. On peut toujours déléguer, alors c'est le même principe. Alors si on a déjà pris, alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais si on est déjà dans un investissement locatif ou qu'on a déjà une résidence principale, on peut toujours changer d'assurance grâce à la loi Hamon, donc, qui vous permet effectivement de changer dès la première année
dans la première année à tout moment. Et puis vous avez aussi l'amendement Bourquin qui vous permet de changer chaque année à date anniversaire. Et puis bientôt la loi Lemoine qui va arriver, qui équilibrera encore plus le marché.